La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. L'actualité ce soir, les fonctionnaires de l'État ne sont plus les seuls assurés INAM, l'Institut étant désormais sa couverture maladie aux artisans. Le dispositif a été lancé ce mardi. Comment les nouveaux assurés accueillent la nouvelle? Nous le verrons dans le journal tout à l'heure. Le projet RAID Plus pour lutter contre le déboisement et la déforestation prend fin. Il a duré 5 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des populations? On fait le point ce soir dans cette édition. Et puis, coup d'envoi du 7e championnat de lutte africaine codifiée. Cérémonie ce matin à l'état-major des forces armées togolaises. Nous y serons en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Ça y est, je vous l'annonçais, c'est fait. L'INAM étend sa couverture maladie aux artisans. Désormais, après les agents du public, eh bien, ceux de l'informel aujourd'hui. Les artisans deviennent aussi des assurés INAM. Le dispositif a été lancé ce mardi. Edem Sossou. Encore de beaux jours pour l'artisanat togolais. Grand pourvoyeur d'emploi, ce secteur très diversifié qui regorge d'énormes potentialités dispose désormais d'un système de protection sociale, l'assurance maladie. Ce dispositif, qui sera exécuté par l'Institut national d'assurance maladie INAM, va permettre aux artisans togolais de bénéficier de la prise en charge des risques liés aux maladies non professionnelles. Nos frères et sœurs exercent des métiers qui, pour certains, pour la plupart, demandent beaucoup de débauche d'énergie et qui entraîne un certain nombre de pathologies. Et donc nous avons travaillé pour mettre en place un panier de soins qui correspond vraiment aux besoins de cette couche de la population. Le dispositif est opérationnel dans les formations sanitaires publiques, depuis la formation de base, l'USP, l'unité de soins périphériques, jusqu'au niveau CHR. Le processus a démarré il y a plus d'1 an. Le ministère en charge de l'artisanat a voulu ce projet d'inclusion sociale afin de permettre aux artisans togolais de vivre décemment et de disposer des soins de santé de qualité. Au démarrage de ce dispositif de protection sociale des artisans, ils sont plus de 10 000 à s'enregistrer. Cotisation mensuelle là, c'est 1 000 francs. Il y a plusieurs chronogrammes qu'on a donnés. Si vous êtes à 2, toi et ta femme seulement, 1 000 francs x 2 x 12, ça fait combien? Ça fait 24 000 si vous êtes 2. Si c'est toi seul, ça fait 12 000. Maintenant, on a dit si vous avez des enfants, jusqu'à 4, comme ça, ça fait un couple de 6 personnes. Vous allez payer 36 000 par an. C'est très bien. Nous, pas faire de quoi salarial ou bien condition, c'est 1 000 francs par artisan. Lui, il va payer seulement 20% de ce qu'on l'a prescrit. Les soins qu'on va le faire, 80% est payé par le gouvernement. Pour les enfants, c'est de 0 à 26 ans. Mais toi, le patron, c'est jusqu'à l'infini d'âge. Hein. Quand tu vis et tu es toujours là dans l'INAM, l'INAM continue par te traiter. C'est pourquoi moi, je remercie fort le président de la République avec son nom force et son substance. Je le remercie fort encore. En 7 ans d'activité, l'INAM a touché plus de 360 000 personnes, des agents publics et assimilés. Certains des bénéficiaires ont partagé ici leur satisfaction avec les artisans. Avant l'arrivée de l'INAM, je souffrais d'hypertension, d'un maux de cœur, d'un maux d'yeux. Et c'est moi-même qui payais. Bon, les médicaments pour l'hypertension s'élevaient à 18 500 chaque mois. Bon, et avant de prescrire les médicaments, il me faut faire le bilan. Donc annuellement, je dois faire le bilan qui s'élevait à 40 000 francs et la cardiographie s'élevait également à 40 000 francs. Plus les frais de consultation, 5 000 chaque fois. Bon.
Mais avec l'arrivée de l'INAM, le médicament que je paie à 18 500, actuellement, je paie ça à moins de 6 000 francs. Bon. Et à partir de l'année 2017, il a permis à ce qu'on nous fasse le bilan à 17 000 francs au lieu de 40 000 francs. Bon, maintenant, pour les consultations, le renouvellement de mes lunettes, quand je vais à la consultation, on me prend 5 000 francs. Mais la dernière fois, quand j'étais partie à l'hôpital de Baie, la consultation, c'était seulement à 200 francs. Et avant l'INAM, nous tous, nous dépensons inutilement. Mais avec l'INAM, nous remarquons que les dépenses pour les médicaments et les analyses et autres sont moindres. Si bien que nous sommes très satisfaits. Nous pouvons parler de satisfaction. En plus de ça, notre témoignage peut aller jusqu'à dire que beaucoup ont bénéficié des lunettes, c'est-à-dire d'un apport, de la participation de l'INAM pour avoir un verre par ménage et par an. Donc c'est une satisfaction pour nous. Il est établi, selon Mme Victoire Tomega Dogbe, représentant le chef de l'État, que les artisans sont confrontés à divers risques sociaux tels que la maladie, les accidents et l'infirmité. Des événements malheureux devant lesquels ils restent souvent impuissants puisque ne disposant suffisamment pas de ressources pour se prendre en charge. Ils sont au même moment confrontés à l'absence d'offres de couverture sociale adaptées à leurs besoins auprès des structures privées. L'État vient donc à leur rescousse et leur offre un mécanisme approprié spécifique dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Le développement d'un mécanisme approprié de protection sociale pour les artisans constitue une priorité et un axe stratégique majeur de la politique nationale de développement de l'artisanat. Il s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND, notamment son axe 3 relatif au renforcement des mécanismes d'inclusion financière et sociale. Et cette action contribuera à la réalisation de l'objectif relatif à l'extension des systèmes contributifs de sécurité sociale et d'assurance sociale au secteur formel et informel de l'économie. Et comme le dit le chef de l'État, la protection sociale pour tous les Togolais est une priorité au même rang que l'accès à un emploi décent ou l'accompagnement des populations vulnérables. Chers artisans, vous constituez l'un des premiers groupes jalons de cette initiative d'accès à la couverture universelle et nous espérons que vous servirez d'exemple et de référence pour les autres catégories socio-professionnelles. Vous aurez désormais droit à une couverture sociale maladie qui va vous prémunir contre les risques sanitaires auxquels vous avez été toujours exposés. Les soucis de prise en charge médicale ne feront plus partie de votre quotidien. Ce mécanisme ne saurait prospérer si vos cotisations ne sont pas à jour. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à respecter cet engagement pour le bien de tous. Vous devez éviter d'en faire un usage frauduleux, au risque de voir le système échouer. Le mécanisme va progressivement permettre de couvrir au minimum 100 000 artisans togolais d'ici 3 ans. Ainsi, l'État tend sûrement vers l'assurance maladie universelle pour une totale inclusion sociale. Comment augmenter la production dans nos fermes avicoles? Chercheurs, techniciens, étudiants du secteur sont réunis depuis ce matin à l'université de Lomé. Ensemble, ils cherchent une solution. Les précisions, Rafi Tumberekou, firmé à Ginaré. Malgré autant de travaux de recherche sur les filières avicoles, la situation de cette filière est contrastée en Afrique par rapport aux autres pays de l'Occident, de l'Asie et des Amériques latines, d'où la mise en place des programmes et politiques pour le secteur avicole pour son meilleur développement en Afrique, particulièrement les parties ouest-africaines et centrales. Cette conférence avicole panafricaine qui regroupe les chercheurs et techniciens venus des autres pays au plan mondial à Lomé permet de réfléchir et partager des expériences en vue de traduire dans les faits la promotion du secteur avicole. L'Afrique a aujourd'hui plus de 13% de la population mondiale, mais la part de production de l'Afrique en aviculture est de 4%.
Où sont nos 9%? On doit aller chercher. Nous avons ciblé 5 différentes sessions. Et ce sont les sessions les plus importantes qui touchent les différents maillons de la filière avicole. Ça va être une activité régulière. On va décider tous les 2 ans. La volaille, surtout la poule, reste l'animal le plus élevé dans le monde et surtout en Afrique en particulier. Le besoin est donc réel pour mener des actions en vue d'une meilleure production avicole. La dynamique démographique en Afrique et urbaine des pays d'Afrique subsaharienne en général et au Togo entraîne l'émergence de classes moyennes et par conséquent une augmentation de la demande de produits alimentaires en l'occurrence. Et lorsque la demande alimentaire survient, c'est d'abord les produits carnés. La couverture de ces besoins est assurée essentiellement par la viande de volaille, du fait que celle-ci, tendre et sans restriction religieuse, est facilement convertie en protéines de qualité d'une manière plus efficace par rapport à d'autres types d'élevage. Selon les résultats des chercheurs auxquels certains d'entre vous sont parvenus, l'aviculture est une activité assez pourvoyeuse de revenus substantiels pour de nombreux foyers et aussi d'emplois. Elle offre de grandes opportunités et perspectives dans la formation de la richesse et dans la lutte contre la pauvreté. De ce fait, la production de viande de volaille au cours de la période 2013-2023 va croître d'environ 2,3% par an, c'est-à-dire environ 134,5 millions de tonnes, ce qui fait le plus grand secteur de la viande à partir de 2020. Pour le gouvernement, atteindre les objectifs nécessite de passer par de véritables recherches, surtout au niveau supérieur des sciences aviaires. En dépit des efforts consentis ici et là pour son développement, la production totale reste largement en deçà des besoins nutritionnels de nos populations. Ce lent décollage est dû à l'insuffisance d'informations, de documentation sur les bonnes pratiques adaptées aux conditions climatiques et environnementales à la matière. Les volailles sont si proches des humains, mais aussi si lointaines, au point qu'il reste alors beaucoup à connaître sur elles en termes de recherche. C'est ce gap dans la recherche que le CERSA s'efforce de réduire et avec brio pour le bien des populations, pour la fourniture en protéines animales. Le gouvernement, pour ce qui le concerne, continuera de jouer pleinement sa partition, lui qui, sous la bienveillance impulsion du chef de l'État et au travers du programme national de développement PND 2018-2022, a fait de l'agriculture et de la production animale l'un des principaux leviers du redressement économique de notre pays, le Togo. Il faut donc s'atteler à travers des centres de recherche, notamment le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires, CERSA, pour mieux consolider et promouvoir la filière avicole en Afrique et dans le monde. Il a été lancé pour 5 années. Le projet RED+ prend fin. Le projet RED+, eh bien, c'est ce projet qui lutte contre le déboisement, la dégradation de nos forêts et par ricochet, le réchauffement climatique. En 5 années donc, qu'est-ce qui a été fait? Gouvernement et partenaires partagent les résultats. Le compte rendu de Hernold Kidifou. En 5 ans, le projet d'appui au RED+ Readiness et réhabilitation des forêts au Togo a permis d'améliorer le cadre institutionnel et technique, la conception et la mise en œuvre de l'inventaire forestier national, l'élaboration des modèles de gestion durable des forêts et leur mise en œuvre. Le modèle de gestion durable des forêts communautaires a pris en compte 4 forêts couvrant plus de 15 000 hectares comprenant la forêt d'Alibi, de Bago, de Koussountou, de Goubi dans la préfecture de Tchamba et celle de Missahoy. Un autre modèle testé est la restauration des paysages forestiers dans les lacs. Tout ceci a permis de réduire le taux de déforestation dans le pays. Avant cet inventaire et avant les travaux d'analyse qui ont été conduits par les agents du ministère, la surface forestière du Togo a été estimée seulement à 9% et le taux de déforestation a été estimé à au-delà de 5% par année.
Ça veut dire durant des dizaines d'années, le Togo et le ministère de l'Environnement s'est basé sur des estimations. L'acquis de cet inventaire est d'avoir une base de données fiable qui permet à prendre des bonnes décisions parce qu'on peut se référer à une situation réelle, mais aussi soutenir les décisions et contribuer à une réduction de la déforestation. Les différents résultats ont été partagés avec les acteurs concernés en vue de favoriser un apprentissage et une mise à l'échelle des acquis du projet pour un réel impact de la gestion durable des forêts. Conscient de l'importance de la question REDD+, dans les arrangements internationaux sur la forêt en lien avec le climat, le Togo a très tôt manifesté son intérêt en adhérant au partenariat REDD+, lors de la conférence sur le climat et la forêt organisée à Oslo, en Norvège, en mai 2010. Cet engagement montre la volonté du gouvernement de la République du Togo à contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre et le changement climatique. Ainsi, sur la base des données de l'inventaire forestier national du Togo et de l'étude sur l'analyse historique de la couverture forestière, le taux moyen annuel de déforestation au Togo pour la période 1990-2015 est de 0,42%, soit une régression de surface forestière d'environ 5 679 hectares par an. La baisse observée ces dernières années serait due à une plus grande synergie d'action et à l'amélioration de la gestion des ressources forestières avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Cette démarche vise à ancrer les acquis du projet d'appui REDD+, dans les orientations du plan national de développement. Le projet prend fin, mais la République fédérale d'Allemagne, à travers GIZ, entend renforcer son partenariat pour l'atteinte des objectifs du PND dans le secteur environnemental. Et voilà, 5 ans, vous disais-je, c'était en effet en 2014, le début de ce projet REDD+. Le 30 juin prochain, on vient de l'entendre, c'est fini. Et qu'est-ce que le REDD+ a changé dans la vie des populations? On fait le point avec Carmen Magiacapo. La forêt est d'une importance vitale pour les populations rurales du Togo, qui représentent environ 4 millions d'habitants sur les 7 millions que compte le pays. Or, les surfaces forestières du Togo connaissent un recul dramatique. Conscient de cette situation, le gouvernement, avec l'appui de la GIZ, a intégré en 2014 dans son programme de développement le projet Appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts REDD+. C'est pour permettre à la forêt et aux arbres de jouer pleinement leur rôle socio-économique. L'un des résultats phares de ce programme-là est la conception et la réalisation du premier inventaire forestier national. Cette évaluation a concerné l'ensemble des 5 régions. Il s'agit de connaître le potentiel en termes de ressources forestières, que ce soit les forêts naturelles ou les plantations étatiques comme les forêts des particuliers et des privés. Et l'évaluation qui a été faite montre que de 1990 à 2015, le Togo a perdu des ressources forestières. Cette perte en 25 ans est évaluée à plus de 142 000 hectares de forêts de perdus. Après 5 ans de mise en œuvre, le mécanisme REDD+ a permis au pays d'atteindre une couverture forestière de 24,24%, soit plus de 1 381 000 hectares de surface forestière. La forêt, c'est une force pour nous. Il est capital donc de maîtriser la force dont on se sert pour produire des effets bénéfiques. La pluviosité, le tourisme, l'agroforesterie, qui nous procure quand même beaucoup de fruits dans la région. La GIZ, aujourd'hui, peut dire qu'elle est arrivée à la fin de son projet, mais nous, les acteurs, nous allons toujours continuer par mobiliser, sensibiliser même les élèves. Les principales parties prenantes à la base de la REDD+, sont les agriculteurs qui sont en même temps des propriétaires et gestionnaires de la majorité des forêts.
La mise en œuvre de la RED+ a pris en compte l'aménagement de manière participative et durable de la forêt classée de Missaroué et de la forêt communautaire d'Alibi 1 de Tchamba. Et les avantages se mesurent. Des femmes se sont mises en groupement pour pouvoir essayer de profiter des projets autour de cette forêt communautaire. Il y a renforcement de capacité des femmes au niveau de la gestion de cette forêt-là, en ramassant les grains de karité pour la transformation en huile de karité. Donc il y a aussi l'élevage. Avant, on ne savait pas que c'est notre propriété. Maintenant, comme la GIZ nous a beaucoup aidés, nous savons maintenant que quand nous protégeons la forêt, et c'est notre profit. Nous pouvons chercher du bois dedans, nous pouvons aller chercher des médicaments. Une stratégie innovante qui a ainsi jeté les bases d'une gestion durable des forêts et qui devra renforcer la résilience des communautés vis-à-vis des effets du changement climatique. Encore un mot, un dernier à propos du projet RED+ ce soir. Dans le goût, des femmes et des jeunes ont participé là aussi à des actions sur le RED+, et c'est pour les amener à mieux gérer, protéger l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voyons cela avec Sylvain Rabouzou. La gestion participative des ressources forestières nécessite l'implication de tous pour une action concertée sur les questions liées au changement climatique en vue d'une gestion durable de l'environnement. C'est ce à quoi s'attellent ces organisations féminines et de jeunes destinées à renforcer leur acquis en vue de les amener à jouer efficacement leur partition dans la gestion durable de l'environnement et dans la mise en œuvre de la stratégie RED+, pour une meilleure adaptation au changement climatique au Togo. Il s'agit tout simplement d'amener ces organisations à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre future de la stratégie nationale RED+. Vous savez que la stratégie nationale RED+, dans tout son condensé, a émis des recommandations dans le souci de protéger durablement nos forêts. Nous, on vient en appui pour impliquer davantage beaucoup d'acteurs dans ce domaine et aussi amener ces organisations à vulgariser, disons, ces actions-là auprès de nos communautés à la base. C'est nos populations qui sont sources, n'est-ce pas, qui sont, disons, les actrices de la déforestation. Par conséquent, il faut amener un bon message vers ces communautés pour qu'elles protègent durablement nos forêts. L'ambition impulsée à travers ce mécanisme est d'outiller ces acteurs issus de la société civile et des communautés locales sur leur rôle à jouer dans ce processus en vue de limiter les risques liés à ce phénomène qui chaque fois détruit les forêts avec un fort taux de perte de la surface forestière dont la conséquence est le faible rendement agricole, la désertification et l'accélération de l'érosion côtière. Dans la foulée, sachez que le Fonds pour l'environnement mondial a de nouvelles manières de financer des projets pour l'environnement. Comment bénéficier donc de cet argent? C'est l'objet d'une rencontre à Lomé depuis ce matin des délégués de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Karine Olando et Kwesala pour les précisions. Les activités humaines continuent de modifier la composition de l'atmosphère. L'air se pollue au jour le jour, les couches d'ozone s'appauvrissent. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM s'est doté pour sa 7e phase de reconstitution des ressources, de nouvelles politiques et stratégies pour mener à bien la lutte contre la dégradation de l'environnement. Une soixantaine de points focaux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest s'approprient les procédures à remplir pour bénéficier des nouvelles opportunités offertes par ce fonds. Les participants à cet atelier sont les points focaux du FEM. Ils sont de 2 ordres, opérationnels et politiques. Les points focaux des conventions dont le FEM est le mécanisme financier. Je vais citer les points focaux changement climatique, biodiversité, dégradation des terres, mercure et produits chimiques et déchets. Problèmes environnementaux sont grandissants de jour en jour à voir les phénomènes que nos populations subissent, ce qui demande un effort de mobilisation de ressources accrues pour venir à bout de ces problèmes qui se dressent devant nous. Le Togo se réjouit d'accueillir pour la première fois cette rencontre sous-régionale. Occasion pour le ministre de l'Environnement de rappeler ici les différents projets financés par le FEM en faveur du Togo.
Pour David Wonou Oladokoun, le pays compte renforcer ce partenariat pour plus de résultats. Les appuis du FEM au Togo ont permis, dans la catégorie des full-size projects et des activités habilitantes, le financement de 47 projets pour un montant total de 242,51 millions de dollars américains. Pour le compte du programme de microfinancement, le Togo a bénéficié de 2,66 millions de dollars du FEM et mobilisé 1,5 million de dollars de cofinancement pour renforcer les capacités des organisations de la société civile et les accompagner dans la mise en œuvre de 94 projets communautaires. Malgré les excellents résultats déjà obtenus grâce à la qualité du partenariat entre le FEM et nos États, des efforts restent à consentir dans l'optique de la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires pour assurer l'impact des interventions sur le terrain et opérer des changements transformationnels attendus en faveur de l'homme et de la nature. Les assises devront également aboutir à la préparation du 56e conseil d'administration du Fonds pour l'environnement mondial. Cette rencontre, qui va durer 4 jours, sera sanctionnée par une visite de terrain pour permettre aux experts de se faire une idée de la mise en œuvre des projets financés par le FEM au Togo. Autre sujet évoqué ce soir, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH. Les nouveaux membres veulent travailler autrement. Ils ont rencontré à cet effet ce mardi les autres organisations de promotion des droits de l'homme. À l'occasion, la CNDH leur a dit sa nouvelle façon de travailler. Jonathan Agba, Lucassi. Élus par l'Assemblée nationale le 22 mars 2019, les 9 nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH sont à la rencontre des organisations et associations œuvrant dans la défense des droits de l'homme. Un moment d'échange avec leurs partenaires sur les nouvelles dispositions qui consacrent la création, la mission et les attributions de la CNDH selon le cadre légal de cette institution révisé en juin 2018. C'est donc une prise de contact dédiée à la découverte du nouveau visage de la CNDH. En dehors des missions classiques qui sont la promotion et la protection des droits de l'homme, la loi du 20 juin 2018 a arrimé, c'est-à-dire a logé le mécanisme national de prévention de la torture au sein de la CNDH. Et ça parce que le Togo, après avoir ratifié la Convention contre la torture, a aussi ratifié son protocole facultatif se rapportant à cette convention. Et c'est par rapport à cette ratification qu'on a logé le mécanisme national de prévention de la torture au sein de la CNDH. Avec cette renaissance, le gouvernement a désigné la CNDH comme mécanisme national de prévention de la torture. En plus de son indépendance totale, la CNDH compte des membres désormais permanents et élus pour un mandat de 2 ans. La commission est saisie par 4 voix. D'abord, la victime. Deuxième, c'est une tierce personne peut saisir la CNDH. Une tierce personne, ça veut dire qu'une personne qui n'a aucun rapport avec la victime peut avoir rapport avec la victime, comme peut ne pas avoir rapport avec la victime, peut saisir la CNDH. La troisième saisine, c'est les organisations de défense des droits de l'homme, société civile d'une manière générale. Et la quatrième saisine, c'est l'auto-saisine. La CNDH elle-même peut s'auto-saisir si elle a des preuves ou des soupçons de violation des droits de l'homme quelque part. La saisine peut se faire par écrit ou oralement. La nouvelle commission de la CNDH entend prendre en compte d'autres droits fondamentaux ignorés jusqu'à aujourd'hui dans l'exercice de ses fonctions. Ceci en vue de répondre à ces 2 missions phares, notamment promouvoir et protéger les droits de l'homme et prévenir la torture ou toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. À l'étranger, au Burkina Faso, une nouvelle attaque contre l'église catholique. 4 fidèles ont été tués hier lundi lors d'une procession religieuse en l'honneur de la Vierge Marie à Zitenga, c'est dans le nord du pays. Une attaque qui survient 24 heures après celle attribuée aux djihadistes ayant fait 6 morts dont un prêtre. Des attaques de plus en plus
nombreuses qui fragilisent le Burkina Faso, confronté à une multiplication des attaques du groupe islamique qui cible des églises, une situation qui plonge les fidèles chrétiens dans un climat d'insécurité croissante. Et selon les faits, la statue de la Vierge Marie avait été sortie pour faire le tour de la paroisse lorsque des groupes terroristes ont intercepté le cortège. Le reste de l'actualité du sport, la Fédération togolaise de football va étendre son bloc administratif et technique. Regardez ce reportage de la pose de la première pierre cet après-midi des nouveaux locaux à Flim Johnson. Sur cet espace vide poussera bientôt une nouvelle bâtisse, l'extension des locaux de la Fédération togolaise de football. Le nouvel immeuble couvrira une surface de 1364 m² sur 3 niveaux. L'objectif essentiel est d'abriter dans ce bâtiment la direction technique. Mais la fédération a fait un programme ambitieux de faire accompagner certaines commodités, notamment un auditorium de 120 places, donc une sorte de salle polyvalente, une grande salle de gym. Il y a aussi le côté accueil où ils ont voulu que nous mettions dans ce bâtiment technique un restaurant. La direction technique nationale est au 2e étage. Donc il se passe pratiquement de 400 m² où il y aura le bureau du directeur technique et l'ensemble des bureaux qui accompagnent la direction technique. La fédération a ajouté le musée du football togolais et un centre de documentation. L'élévation de ce bâtiment est possible grâce à l'octroi d'une enveloppe de 270 millions de francs CFA à la FTF par la Fédération internationale de football association dans le contexte du projet FIFA Forward. Ce coup de pouce offrira un meilleur cadre de travail au personnel de la FTF et aux techniciens, a souligné le président de la dite fédération, le colonel Guy Kossi Akpovi. Et le ministre en charge des sports, Katari Folibazi, de saluer les actions du chef de l'État, Faure Gnassingbé, actions qui ont permis de restaurer la confiance entre la FTF et les instances internationales du football. Il fut quelques années seulement, notre football était carrément au fond du puits. Suite à plusieurs crises que cette fédération a connues. Et ces crises avaient entraîné aussi une crise de confiance entre nos instances de football et les instances internationales telles que la CAF et la FIFA. Il a fallu que le président de la République prenne les choses en main en faisant en sorte qu'une nouvelle équipe soit mise en place. Je voudrais rendre encore hommage au président de la République qui a su remettre le football sur les rails. Les travaux de construction du bloc administratif et technique de la FTF sont ainsi lancés. L'ouvrage sera fin prêt dans 10 mois. Et puis, c'est parti pour le 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte africaine codifiée. Le coup d'envoi ce matin à l'état-major des forces armées togolaises. Le récit de Laurent Oumavon. Les honorables invités, je déclare ouvert le 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte codifiée, édition 2019. C'est par ces mots que le capitaine de vaisseau Nayo Kossi, représentant du chef d'état-major général des FAT, a donné le top départ du 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte codifiée. Avant les discours de circonstance, les 19 unités participantes à la compétition ont défilé sur la piste de la pelouse de l'état-major. Les 19 équipes sont réparties en 3 poules de 5 et une poule de 4. La police nationale est l'organisatrice de cette édition. La lutte, loin d'être un sport ordinaire, est une discipline spécifique alliant technique, force et résistance. Il s'agit là d'un système de combat à main nue au cours duquel les adversaires se mesurent au corps à corps. Pendant une semaine, nos différents corps, garnisons et régiments verront leurs lutteurs exhiber leur talent et faire preuve de capacités physiques particulières, résultat des expériences acquises suite aux nombreux entraînements. La compétition elle-même a démarré avec de chaudes empoignades où la police remporte la première victoire par équipe, 25 points à 5 sur le 25e bataillon blindé.
Dans la deuxième rencontre, le RSA domine 22 points à 4 l'armée de l'air. C'est sur un score de 25-5 que la gendarmerie vient à bout du premier bir. Le Airbra l'emporte de justesse 17 points à 13 sur le deuxième bir. Autre résultat de la matinée, le RCGP domine la douane 25 points à 5 et le troisième RI l'emporte 21-9 sur le premier RI. Les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la suite de la compétition. La finale est prévue pour le vendredi 17 mai. Et voilà, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ouagadougou, au Burkina Faso, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.